Madame le témoin, vous vous sentez mieux? Le juge président, donc, ne l'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. J'ai été informé du fait que le représentant des Nations Unies souhaiterait s'adresser à la Chambre. À huis clos partiel, c'est cela, Maître Zervos? Non, pas pour le moment, mais puisque cela a trait au témoin, est-ce que vous souhaitez que le témoin parte du prétoire ou reste dans le prétoire avant que je commence, le juge président? Mais au sujet de quoi? Monsieur Zervos, écoutez, c'est au sujet des consultations que je peux avoir avec le témoin. Je peux tout à fait le faire en sa présence, cela ne me dérange pas si vous le souhaitez. Le juge président, mais je ne pense pas qu'elle doit le savoir. Monsieur Zervos, oui, tout à fait. Je voudrais juste préciser ce que vous avez indiqué juste avant la pause au sujet de la teneur de la déposition du témoin. Et je voudrais juste confirmer que je peux parler avec elle de sujets où sa déposition pourrait potentiellement soit mettre en danger la sécurité la sécurité de fonctionnaires des Nations Unies, soit ex-fonctionnaires, soit fonctionnaires actuels, ou de toute autre personne, ou si cela pouvait également porter préjudice à la sécurité ou au comportement. Et là, je pense à toute opération actuelle ou future des Nations Unies, ou lorsque cela représente une infraction à cette obligation de confidentialité qui est quelque chose que les Nations Unies doivent respecter, et je pense à sa capacité en tant que représentante des Nations Unies. Alors, je voulais juste confirmer cela. Je voulais savoir si je pouvais la consulter au sujet de ce type d'aspect de sa déposition. Président Maître Altit? Merci, Monsieur le Président. Sur ce point, je crains que la formulation qui a été retenue par mon éminent confrère soit beaucoup trop vague, beaucoup trop vaste, et couvre en fait la possibilité de coacher le témoin, ce qui serait hautement inapproprié et tout à fait regrettable dans une enceinte de justice, surtout une enceinte qui est régie par des règles très strictes et précises que votre Chambre a données aux parties. Et je ne vois aucune raison de contourner ces règles et même de nier leur utilité et de les nier dans leur utilité, dans leur essence. Le témoin, au moment de répondre, peut toujours se tourner vers le Conseil de l'ONU, et le Conseil de l'ONU peut toujours réagir, et ça devrait suffire, sachant que c'est à votre Chambre de prendre des décisions au cas par cas, comme cela avait été particulièrement bien précisé, expliqué dans votre décision. Et, véritablement, en ouvrant la voie à l'arbitraire d'un observateur étranger à la procédure, nous dénaturerions, me semble-t-il, l'esprit de la procédure et nous trahirions ce pourquoi nous sommes ici, c'est-à-dire découvrir la vérité. Le juge président, je pense que j'ai été suffisamment clair. Nous nous en tenons à ce qui figure dans la décision du mois d'octobre de l'année dernière. Le témoin sait pertinemment ce qu'elle doit faire, à savoir dire la vérité, et c'est tout. Donc, je ne pense pas que cela pose quelque problème que ce soit, dans la mesure, à condition que le témoin dise la vérité. C'est cela la base. Alors certes, s'il y a des problèmes, elle me le dira et elle pourra demander à consulter qui de droit et nous prendrons une décision. Mais c'est tout à fait exactement la même chose que ce matin, rien n'a changé. Je vois que le procureur souhaite intervenir, Monsieur Demirjian, au sujet de quelque chose de tout à fait différent. Donc je ne vais faire aucune observation au sujet de ce que mon estimé confrère a dit. Permettez-moi de présenter une suggestion, Monsieur le Président, parce que ce matin, lors du dernier volet d'audience notamment,
nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand nombre de questions qui ont été posées aux témoins et qui figurent déjà dans la déclaration. Et puisque la règle 68.3 est une règle qui nous permet d'aller avec diligence et rapidité, je pense que le conseil, l'avocat peut poser directement des questions au sujet de la déclaration sans pour autant poser toute une kyrielle de questions. Par exemple, au sujet de la présence du témoin ce matin, nous avons passé 8 minutes pour savoir si elle était là-bas en décembre. Et cela figurait déjà dans sa déclaration. Alors je sais ce que mon estimé confrère essaie de faire. Alors bien entendu, il essaie d'obtenir des éléments de preuve supplémentaires. C'est tout à fait autorisé d'ailleurs. C'est exactement ce que j'ai fait moi-même. Mais il y a beaucoup de choses qui figurent dans la déclaration. Alors ce n'est pas une invitation à être imprécis que je suis en train de vous présenter, mais nous pouvons faire référence directement à la déclaration sans pour autant revenir et rabâcher ce qui a déjà été dit dans la déclaration. Et puis autre chose, la défense a déjà eu 3 volets d'audience aujourd'hui, 2 demain. Nous les avons déjà entendus pendant 1 heure et demie. Ça nous donne un total de 8 heures et demie pour ce témoin. Et nous avions estimé 5 heures si le témoin était venu en tant que témoin viva voce. Donc je ne veux pas faire d'observation à ce sujet, mais je souhaiterais que nous ne perdions pas de temps parce qu'il y a, je le répète, des questions qui figurent déjà dans la déclaration. Le président, et permettez-moi de rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que il y a des questions qui peuvent être posées au témoin. Le témoin était bénévole au sein des Nations Unies, donc elle peut répondre à certaines questions, mais il y a des questions auxquelles elle ne peut pas répondre au vu de sa capacité au sein des Nations Unies. Ceci étant dit, Maître Altid, je vous invite à poursuivre et à continuer à poser des questions. Bonjour à nouveau. Comme tout à l'heure, vous n'hésitez pas, hein, même en cours d'échange, si quelque chose ne va pas, vous nous dites. Alors, nous sommes restés, au moment de la pause, aux 3 groupes dont vous aviez parlé, descendus du nord vers Abidjan. Vous en souvenez? Oui, c'est exact. Ma question est simple. À votre connaissance, ces 3 groupes ont-ils commis des exactions? Sur Abidjan? Soit à Abidjan, soit ailleurs. À votre connaissance, ces 3 groupes dont vous nous avez parlé ont-ils commis des exactions? Oui. Pouvez-vous préciser, pouvez-vous élaborer et nous donner des précisions sur les exactions que vous savez? À titre d'exemple, et pour des points que je connais, notamment par rapport au commando invisible, j'ai participé à l'opération de libération d'un prêtre qui avait été illégalement arrêté et détenu par le commando invisible, détenu au secret d'ailleurs, sans contact avec personne, et également avec la libération de, de, de séminaristes et de prêtres qui étaient au séminaire d'Anyama. Je ne sais plus si on appelle ça le grand séminaire ou le petit séminaire d'Anyama. Il me semble que c'est le grand, mais voilà. Donc, qui étaient aussi séquestrés. Après, je n'ai pas enquêté dessus, mais la division des droits de l'homme a fait des enquêtes, notamment sur ce qui s'est passé dans l'ouest du pays, et il y a un rapport public là-dessus. Je n'en sais pas plus que ce qui est contenu dans ce rapport public, donc pour cela, je vous laisse en fait vous y référer. Merci. Ces séminaristes et ces prêtres, de quelle nationalité étaient-ils? Ils étaient tous ivoiriens. D'accord. Ou en tout cas, à ma connaissance, je n'ai même pas posé la question. Pour moi, c'était évident, en fait. Les preneurs d'otages, ceux qui les avaient kidnappés, qui étaient-ce? Les éléments du commando invisible. D'accord.
quelle période à peu près l'incident ou les incidents ont-ils eu lieu? Je dirais en mars. Je pense que j'en avais aussi parlé dans ma déclaration. Peut-être que j'ai avancé des dates à ce moment-là. D'accord. J'avais une question tout à l'heure. Quand vous avez été évacué à Boaké, vous vous souvenez, hein? Vous avez été évacué comment? Par la route, par l'avion, par... Alors d'abord par un hélicoptère depuis Sébroko jusqu'à l'aéroport par avion, et de l'aéroport à Boaké par avion. Je parle personnellement. Après, d'autres ont eu d'autres moyens d'évacuation. bien sûr. Madame Fuchs, pendant toute cette période, vous n'êtes resté finalement qu'un temps relativement court en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Lorsque vous y étiez, vous respectiez les consignes de sécurité, et puis vous avez été la plupart du temps confiné à l'hôtel Sébroko, c'est bien exact. Oui, c'est exact. C'était votre premier séjour à Abidjan. Oui, effectivement. Vous ne connaissiez pas d'Ivoirien, je suppose que vous n'aviez pas de réseau ivoirien avant de venir en Côte d'Ivoire. Je connaissais 2, 3 personnes de nationalité ivoirienne. D'accord. Et vous étiez, si j'ai bien compris, relativement peu au courant de ce qui se passait autour de l'hôtel Sébroko, des combats, des choses comme ça, n'est-ce pas? Hum, oui, effectivement. D'accord. Alors est-il juste de dire qu'au cours de la crise post-électorale, vous ignoriez presque tout de la ville d'Abidjan en particulier, du pays, de la Côte d'Ivoire en général et de ses habitants? Presque tout est peut-être un terme un petit peu trop fort, tout de même. J'avais quand même quelques connaissances. D'accord. Alors, vous nous avez dit que vous faisiez du monitoring de vote quand vous êtes arrivé. Est-ce que je peux vous demander de quoi il s'agissait? Alors, je rectifie, pas du monitoring du vote, enfin du déroulement du vote, pas de vote, hein. Donc, il s'agissait, comme je l'ai expliqué, il me semble déjà un petit peu, euh, alors je ne sais plus si c'était exactement la section électorale, mais il me semble que c'était eux qui nous avaient assigné par équipe des bureaux de vote dans différents lieux de vote. J'étais avec un autre, avec un collègue d'une autre section, et nous devions aller visiter ces bureaux de vote pour voir si tout se passait bien. Donc, à savoir si, déjà, il n'y avait pas de violation des droits de l'homme, si les lieux de vote, les bureaux de vote, pardon, ouvraient à l'heure prévue, s'ils fermaient également à l'heure prévue, si le personnel chargé du bureau de vote était bien présent, si le matériel était bien présent, etc., etc. Enfin, plein de choses comme ça. Et nous devions rapporter en fait à un coordonnateur de la section électorale qui était également chargé de ces aspects en fait logistiques. Ensuite, donc nous visitions ces bureaux de vote. Il me semble que nous en avions 5 assignés par équipe, mais 3 ou 5. Vous permettez? Ah oui, pardon. Non, non, c'est moi qui vous interromps une seconde, pardonnez-moi. Je vous interromps parce que je voudrais savoir s'il s'agissait du premier tour ou du second tour des élections présidentielles. Cela s'est passé en tout cas au premier tour et au deuxième tour aussi, en fait. Il y a le même processus. Donc pour chacun, aussi bien le premier tour que le second tour, vous avez été dépêché par la section électorale pour faire le tour de 5 bureaux de vote. C'est bien ça? Je ne me rappelle plus exactement si c'était 5, mais c'était pas moi personnellement, hein. Comme je l'ai précédemment dit, c'était une chose qui se faisait dans toute la mission Mhm. et sur tout le territoire, pas exclusivement à Abidjan. Qui dirigeait la section électorale?
J'ai une hésitation. Je ne sais plus qui était le chef ou qui était l'adjoint. Je suis plus sûre à 100%. Alors je suggère quelque chose. Lorsque vous en souviendrez, vous nous le direz. Mhm. Et ça nous permettra de passer en huis clos partiel si la Chambre le souhaite ainsi, sans que nous ayons à nous couper maintenant et à perdre du temps. Autrement, j'ai les deux noms, mais je ne sais plus lequel des deux était le chef, en fait. J'ai un doute. Ah, c'est tentant, Monsieur le Président. So let's go into. Le juge président. Eh bien, passons à huis clos partiel pour entendre les noms. Nous sommes en audience publique. Le président, je vous remercie. Maître Altit. Madame Fuchs, à l'occasion de ces visites à des bureaux de vote lors de ces 2 tours d'élection, avez-vous pu constater des irrégularités ou pas du tout? J'ai surtout constaté des éléments qui ont retardé. C'est-à-dire que, par exemple, il manquait soit des personnes, je ne me rappelle plus auquel des tours, hein, mais dans un des tours, il manquait des personnes, donc il a fallu attendre que... on regardait aussi donc s'il y avait les représentants des partis politiques, hein, et il en manquait, donc il a fallu attendre pour l'ouverture du bureau de vote. Dans un des lieux de vote, donc pas un bureau, mais plus un peu plus large, il manquait du matériel, donc ça a retardé l'ouverture. La population était un peu énervée, mais au final, le vote en lui-même s'est bien passé. Et si je ne me trompe pas, il y a même eu un accord pour que les heures qui avaient été perdues le matin soient reportées en fin de journée. D'accord. Et autant que vous le sachiez, est-ce que tous les représentants de tous les partis politiques étaient présents? Je ne m'en rappelle pas. D'accord. Lors de votre rencontre avec le procureur, avez-vous été interrogé sur ces points-là qui concernent les élections? Lors de ma rencontre avec le procureur, Avec ce procureur-ci, procureur de la Cour pénale internationale. mais je ne vois pas de quelle rencontre vous parlez en fait. Alors, Madame Fuchs, n'avez-vous pas rencontré le 6 février 2014 les représentants du bureau du procureur When you gave the statement. Oui, mais pour moi, j'ai rencontré des enquêteurs et il y avait présent quelqu'un du bureau du procureur, mais je n'ai pas été interrogée par... en tout cas, je ne me rappelle pas avoir été interrogée par cette personne qui représentait le bureau du procureur, mais uniquement par des enquêteurs. Donc, peut-être que j'ai mal compris, mais en tout cas, il ne me semble pas que c'était le procureur. D'accord. Donc, pour... Le juge président, pour préciser, est-ce que le bureau, les enquêteurs, ce sont des représentants du bureau du procureur. Donc, le 6, 7, 8 et 9 février 2014, est-ce qu'il s'agissait de représentants du bureau du procureur, d'enquêteurs? Oui, d'enquêteurs, oui, mais en fait, j'avais mal compris votre question parce qu'il y avait vraiment un représentant du bureau du procureur. Donc, je pensais que c'était... Et que, quand vous avez parlé du procureur, je pensais vraiment que vous parlez... donc, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais non, je ne pense pas que... Très, très brièvement, il ne me semble pas que nous sommes allés dans le détail. Un petit peu quand même, mais brièvement. D'accord. Pour vous,
Les enquêteurs qui vous ont interrogé ne représentaient pas le bureau du procureur, c'est ça? Hmm, oui, en fait, mais j'ai pas réellement dans la formulation de votre question, j'ai vraiment pensé que vous parliez du procureur ici ou du représentant du procureur, euh, puisque en tout cas ils se sont présentés en se distinguant, en parlant d'enquêteurs. Bien sûr, ils m'ont bien expliqué que c'était dans le but de poursuite et d'éventuellement un témoignage. Mais voilà, c'est juste que j'ai mal compris en fait. Je n'avais pas compris tout de suite que vous parliez de la déclaration et je pensais que vous parliez d'une autre rencontre. Donc c'est pour ça que je ne voyais pas de quoi vous parliez au début. D'accord. Comment avez-vous été contacté par les représentants du bureau du procureur? Je ne me rappelle pas exactement. Je crois que la demande a été envoyée euh, à New York et que le bureau des affaires juridiques de l'ONUCI m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée, sûrement par l'entremise d'ailleurs de mon superviseur, ou pas de mon superviseur, en fait, du chef de la division des droits de l'homme. Après, dans les détails, je ne me rappelle pas exactement. Alors, vous me tendez la perche, Monsieur le Président, je suis désolé, il faut que je pose une question concernant un nom, donc je vais vous demander euh, l'autorisation de passer en session à huis clos partiel. Let's go. Le juge président, passant à huis clos partiel, s'il vous plaît. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, merci. Maître Altit, allez-y. Madame Fuchs, vous nous avez dit que vous êtes allée sur le terrain enquêter, c'est bien ça? Oui, exactement. Et si j'ai bien compris, vous y êtes allé à quelques reprises pour enquêter seul et à d'autres reprises avec un groupe. J'ai bien compris. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis jamais allée enquêter seule. On a toujours été en groupe. Après, c'est la composante de ce groupe qui changeait, si vous voulez. D'accord. Alors, je vais vous poser des questions très rapides pour avoir une idée. À votre avis, combien de fois êtes-vous allé enquêter sur le terrain? À cette époque-là, hein? Entre la période donc de décembre à avril, on dira. Je dirais une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de fois. Quand je parle de mission, ça ne veut pas dire que c'était... Enfin, ça ne veut pas dire 15 enquêtes différentes. Hein. Ça veut dire 15 missions sur le terrain différentes. Après, c'est plusieurs missions formant une enquête. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est-à-dire que c'est pas en une seule fois, des fois, qu'on a fait la totalité de l'enquête. Donc c'est pas forcément en une mission qu'on a déterminé tout ce qu'on voulait déterminer. Donc des fois, plusieurs sorties étaient nécessaires pour une seule et même enquête. Donc quand je vous dis dizaines, voire peut-être même une vingtaine de fois, ça ne veut pas dire que c'était 20 enquêtes différentes. D'accord. À chaque fois, étiez-vous accompagné par des hommes armés, par des gardes des contingents militaires de l'ONU? Je pense qu'à cette période, oui. Quelle nationalité? Je ne suis pas capable de vous le dire. Plusieurs nationalités différentes, essentiellement des Jordaniens. Après, vraiment c'est compliqué de déterminer les nationalités exactes. Ils n'avaient pas le don de leur pays sur le... C'est ce que j'essaie de me souvenir, mais comme j'ai aussi
après dû faire des missions des fois sous escorte en dehors de cette période, j'arriverai pas à vous dire en étant sûr à 100% que les contingents dont je parle, c'était exclusivement à cette période et pas une autre. Ah oui, une fois, il y avait un contingent Bangladesh, ça par contre, je me rappelle. Et ensuite, j'ai des doutes. Il me semble sénégalais, mais je ne suis pas sûre à 100%. D'accord. J'hésite entre sénégalais et togolais, en fait. Il me semble... non, mais voilà, sur ce point-là, je ne suis pas sûre. D'accord. Alors, Madame Fuchs, tout à l'heure nous parlions du chef du commando invisible. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Donc, Ibrahim... J'ai un doute sur Ibrahim ou Ibrahima Koulibaly. Merci. Nous allons passer, si vous voulez bien, à un autre sujet. Vous avez dit dans votre déclaration, à propos de l'incident du 3 mars 2011, vous vous souvenez de cet incident du 3 mars 2011? Oui. Oui, effectivement. Et je vous cite, apparemment... Paragraph. Le président, quel paragraphe? 132, Monsieur le Président. Je vous cite. Apparemment, il y avait 2 véhicules blindés, dont un de la BAE. Ça, c'est identifiable parce que c'était écrit BAE sur le véhicule. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Oui, je m'en rappelle. Est-ce que vous avez pu recouper cette information? Si je ne me trompe pas, cette information provenait de différents témoignages de parents de victimes, de témoins, etc. Donc, je pense que je l'ai recoupé à travers ces témoignages. Après, j'imagine aussi qu'il y a eu un rapport sur cet incident des Nations Unies et que là, l'information qu'on a gardée sur la fin devait être cette information avec les différentes données recoupées. Donc oui, j'ai recoupé cette information avec d'autres témoignages. Maintenant, je ne peux vous parler que de cette partie que j'ai faite. Bien sûr. Madame Fuchs, nous allons vous montrer une vidéo. C'est le numéro CIV OTP 0077 0196 0196. C'est nous qui avons la main. Je vous donne un timecode, mais c'est nous qui gardons la main. Le timecode, c'est de la minute 3,59 à la minute 4,29. Et Madame Fuchs, je vais vous demander de regarder cette vidéo. Est-ce que vous avez pu bien observer la vidéo? Je ne sais pas si c'était bien observé, mais en tout cas, j'ai pu voir rapidement les images que vous avez voulu montrer. Vous voulez qu'on la repasse au ralenti? Si la question posez votre question, on verra s'il est nécessaire
de la revoir au ralenti. Vos désirs sont des ordres. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous voyez BAE inscrit sur l'un quelconque des véhicules? Personnellement, je n'ai pas vu BAE sur une de ces vidéos. Inscrit sur une de ces voitures, présentes dans la vidéo. Vous êtes formel et vous n'avez pas besoin qu'on vous repasse la vidéo. Formel, non, mais il ne me semble pas avoir vu cette inscription. Alors, si vous permettez, je ne voudrais pas me contenter d'un « il ne me semble pas », je voudrais que vous soyez sûr de ne pas l'avoir vu, donc je vais vous repasser la vidéo. D'accord? D'accord. Au ralenti, vous voulez? Volontiers. Madame Fuchs, pour les besoins d'enregistrement, je vais préciser que cette même vidéo a été repassée pour vous au ralenti, n'est-ce pas? C'est un oui? Oui, pardon, excusez-moi. Et je vais vous reposer ma question. Avez-vous vu sur l'un quelconque des véhicules inscrit BAE? Alors, la réponse risque d'être relativement la même, parce que j'ai un doute sur un des véhicules. Celui où il était écrit police, je n'ai pas réussi à déchiffrer ce qui était écrit à l'arrière du véhicule. Alors, soit on peut éventuellement retourner quelques secondes en arrière et peut-être mettre un petit temps d'arrêt. Alors nous allons, si vous voulez bien, retourner quelques secondes en arrière. Comme ça, nous serons sûrs. C'est bien ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'être sûr de ce qui se passe et de ce qui s'est passé à l'époque, n'est-ce pas? Je m'excuse d'interrompre mon confrère. Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur. Monsieur le président, j'aimerais comprendre quelle est la pertinence de ces questions. Le témoin n'était pas présente, que je sache, et cette vidéo n'émane pas d'elle. J'aimerais juste savoir à quoi rime tout cela. Seen this video before? Madame le témoin, est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? Avant aujourd'hui, je veux dire. Avant aujourd'hui. Cette vidéo. La seconde fois, en fait. Maître Altit? Le président mettra le titre. What is... Quel est... Je pense que le témoin a déjà répondu à la question. Vous lui avez demandé si elle était en mesure de lire ces lettres-là. Elle a dit que non. Oui. Monsieur le Président, nous allons avancer. Alors, Madame Fuchs. Toujours sur cet événement du 3 mars 2011, je voudrais essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, n'est-ce pas? À propos du call center, vous nous avez expliqué beaucoup de choses à propos du call center, mais
Bon, concrètement, vous voyez, ce serait bien de prendre un exemple pour saisir un petit peu le cheminement de l'information et son éventuelle distorsion, altération au cours de son cheminement. Alors, nous allons... prenons le rapport du call center. Je vais vous le montrer, d'accord? C'est la pièce 6VOTP 0044 1704 et pour mon confrère, c'est la pièce numéro 20 sur notre liste de preuves. Monsieur le Président, je précise pour le greffe que nous leur avons passé la main. Si c'est compliqué, on peut le montrer nous. Est-ce qu'il pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il serait possible de l'agrandir un peu, s'il vous plaît? Merci. Madame Fuchs, alors, est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, effectivement. Il me semble reconnaître ce document. Il faudrait descendre complètement pour être bien sûr. On va descendre. Et maintenant? Oui, effectivement. D'accord. Est-ce que vous avez participé à sa rédaction? En général, j'étais chargée en fait de rédiger ces rapports. Ces rapports du call center en fait. D'accord. Alors, si on regarde ce document, on note 2 appels apparemment en lien avec la marche des femmes, le numéro 23 qui est en bas de la page 3 et le numéro 24 en haut de la page 4. Vous êtes d'accord? Alors je vois pas, en fait je vois cas numéro 23, 24, marche des femmes à Abobo et répression, 6 morts. Mais je ne vois pas les cas en question. Alors, je vais demander au greffe s'il est possible de descendre un peu. Ok. Alors, vous voyez le premier, Oui, qui est le numéro 23, signale que les femmes sont en train de marcher. Vous voyez ça? maintenant moi j'en suis au 24, mais je l'ai vu tout à l'heure. D'accord. Et le 24 aussi, on est bien d'accord? Oui, oui. Donc ces deux-là Mhm. sont apparemment en lien avec la marche des femmes. Vous êtes d'accord, 23 et 24? Effectivement. Parfait. Est-ce que je pourrais retourner sur le 23 2 minutes, s'il vous plaît?
Ok. 47, ok. Et le 24? J'ai pas regardé l'heure, en fait, sur les 23 et 24, en fait. C'est bon? Oui. D'accord. Alors, pour les deux incidents, le nom de la personne est expurgé en partie. Mhm, Pour le numéro 23, c'est une personne qui s'appellerait Dico. mhm. Et pour le 24, c'est une personne qui s'appellerait Adams. C'est bien ça? Bien que je pense que la personne a voulu écrire Adam, mais c'est possible que c'était Adams. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ces personnes, sur les deux personnes? Non. D'accord. Est-ce que vous avez fait un suivi auprès de ces personnes? Hmm. Je n'ai pas souvenir que j'ai été en charge de ces suivis. D'accord. Alors maintenant, nous allons prendre les rapports de suivi qui ont été rédigés. Mhm, Alors, le numéro est le suivant. En fait, il y a deux numéros. CIVOTP 0044 1745 1745 et CIVOTP 0044 1740. Ce sont, pour mes confrères, les pièces numéro 22 et 23 de notre liste de preuves. Alors on va prendre, si vous voulez bien, le premier, 1745, c'est-à-dire la pièce numéro 23 sur notre liste de preuves. Alors, est-ce qu'on a le premier? mhm. Alors, sur le premier, il est indiqué comme personne contact une certaine Madame Touré. Vous êtes d'accord? Oui, effectivement. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Non. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce n'est aucune des deux personnes qui ont appelé le call center? Non. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas la même personne. Non, je ne peux pas confirmer. Ah, d'accord. Mais je ne comprends pas très bien. Madame Touré, ce serait l'une des deux personnes qui appelait le call center sous un autre nom? Comme vous avez vu, les noms sont... Premièrement, les noms sont en partie caviardés. Mhm. Donc, je n'ai pas l'intégralité du nom devant moi, donc je ne sais pas, peut-être. Première chose, ça. Et après, peut-être que aussi, c'est des problèmes de compréhension. Enfin, franchement, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous confirmer en étant sûr à 100%, puisque ce n'est pas moi qui les ai eus au téléphone, que c'était deux personnes différentes, ou qu'il s'agissait d'une seule et même personne. Mhm. Alors, ce que vous nous dites, pour être clair, j'essaie de comprendre. Can you just slow down? Le président, veuillez ralentir, s'il vous plaît. Donc, ce que vous nous dites, pour être clair, j'essaie de comprendre, c'est que la personne qui a reçu les appels aurait pu confondre Madame Touré et comment s'appelait-il les précédents? Ah oui, Dico et Adam. C'est bien ça que vous nous dites. Elle aurait pu. Pas tout à fait. J'ai dit que ces noms sont en partie caviardés. Donc, je ne sais pas, c'était peut-être marqué Touré Adams, ou franchement, je ne sais pas. A priori, effectivement, il ne s'agit pas de la même personne, mais je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il s'agit de deux personnes différentes ou pas. Mhm. D'accord. Vous êtes sérieuse? Oui, D'accord. Ma question, pourquoi, s'il s'agit d'un rapport de suivi, ne suit-on pas les personnes qui ont téléphoné? Sous la réserve que vous avez dite, pourquoi pas? Il pourrait y avoir Touré-Adam. Madame Touré qui s'appellerait Adam. Mais admettons, pour les besoins de la démonstration. Donc pourquoi, dans ce cas-là, le rapport de suivi ne fait pas mention de Monsieur Dico
ou le contraire? En règle générale, ces rapports de suivi, c'est un rapport par une personne appelée, en fait. Donc, il devrait y en avoir, en fait, plusieurs sur cette même date. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Soit, en fait, si vous voulez, une page, ça correspond normalement à une personne appelée. Donc, soit il y a plusieurs rapports de suivi, puisque là, il y avait en tout cas 2 appels. Donc, soit il devrait au moins y avoir deux rapports différents, soit au sein d'un même rapport, il devrait y avoir au moins 2 pages. D'accord. Donc ce que vous nous dites, c'est que toute personne appelant le call center était systématiquement rappelée. C'est ça que vous nous dites là? Non, mais a priori, j'ai pas dit forcément. J'ai dit normalement, il devrait. Ah, devrait, ça veut dire que ça doit être. Oui, mais c'était sur certains incidents. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur tous les incidents Mmh. qu'on rappelait systématiquement toutes les personnes. D'accord. Ce rapport-là, qui parle de Madame Touré, est-ce qu'il est daté? Est-ce qu'on pourrait remonter éventuellement, s'il vous plaît? Encore au-dessus, vraiment sur l'entête, en fait. Non, je ne vois pas de date. I see a date. Non, mais je ne vois pas de date, pardon. Le président, je vois une date. Pardon, je ne vois pas de date à laquelle ce rapport a été rédigé. Il est fait référence rapport du call center du 3 mars 2011, mais cette date mise ici est en lien avec suivi du cas 23-24. Donc c'est la référence en fait qui est faite. Mais normalement, il devrait y avoir une date quelque part en plus, qui est la date de rédaction ou de suivi du cas. Le rapport a-t-il été fait le jour même? Je ne saurais vous répondre. Et vous avez fait un rapport à partir de ce rapport-ci, n'est-ce pas? Non, personnellement, je ne pense pas que j'ai dû faire un rapport à partir de ce rapport-ci. Vous avez enquêté sur le terrain ensuite, c'est ça? Oui, mais c'était plusieurs jours après. D'accord. Et toutes ces questions que nous nous posons là, vous ne les êtes pas posées avant d'enquêter? Si, je pense. Et alors?